de Caille où l'on dénombre plus de 4300 sinistrés. Bonne volonté et services techniques de l'État sont mobilisés pour porter assistance aux populations touchées. C'est le grand format de la rédaction. Fatou Dambélé du Mali, 1m20, remporte la couronne du concours de Miss Afrique des personnes de petite taille. Une soirée organisée à l'issue de la deuxième édition du Forum africain des personnes de petite taille. L'événement tenu ici à Bamako vise à lutter contre la discrimination et la marginalisation de cette couche sociale. Voilà pour le titre. Bonsoir à tous. La création d'un cadre de concertation et de coordination des actions du secteur privé au bénéfice de l'économie de la Confédération des États du Sahel. Sujet au cœur de la réunion à Bamako des ministres en charge de l'industrie et du commerce de la Confédération. Des représentants du secteur privé de l'espace participent également à la rencontre. À l'ouverture des travaux ce matin, le Premier ministre a salué le rôle des opérateurs économiques lors des embargos imposés aux pays de la Confédération AES. Mamari Kone Alou Touré pour le reportage. Et diplomatie, la Confédération des États du Sahel veut s'attaquer désormais à la dimension développement. La rencontre de Bamako s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du sommet des chefs d'État de la Confédération tenu le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger. L'opérationnalisation de la vision des chefs d'État dans la dimension développement est donc en marche. Ensemble, les gouvernements et le secteur privé souverainiste, débarrassés de l'emprise du retour à l'ordre ancien, nous allons apporter les réponses les mieux appropriées aux principaux défis qui se posent à notre espace. Notamment, le défi de la réalisation des infrastructures, le défi de l'amélioration du climat des affaires, le défi de la transition écologique et climatique, le défi de la compétitivité dans un environnement toujours concurrentiel, le défi de la résilience dans un monde en crise géopolitique et géostratégique, le défi des ressources humaines et celui des compétences, le défi de la digitalisation et du numérique, le e-commerce, le défi de la fluctuation des prix des matières premières, le défi du financement et de l'accroissement de la collecte de l'épargne nationale et enfin, le défi des synergies à réaliser entre l'industrie et le commerce. La rencontre est un cadre de réflexion sur les actions et propositions concrètes formulées par le secteur privé de l'espace AES. Il s'agit de tracer la voie à la mise en place d'une fédération des organisations patronales et professionnelles en vue de faciliter la coopération économique au sein de l'Union. Il serait souhaitable que cette première rencontre soit l'occasion pour les acteurs du secteur privé des pays de la Confédération d'échanger et de dégager des pistes de solutions à leurs différentes préoccupations. Et au regard des énormes potentialités d'investissement dont disposent nos trois pays, notre Confédération parviendra à relever tous les défis. Aucune entité ou organisation ne peut empêcher la marche inexorable de la Confédération vers les objectifs de développement qu'elle s'est elle-même assignés. La mobilisation importante que je constate ce matin traduit l'intérêt commun porté par tous pour la recherche d'un cadre privilégié et efficace de renforcement de l'intégration de notre espace dans le but de stimuler davantage le développement du secteur privé. Aussi, cette rencontre est un signe de l'engagement renouvelé des trois pays à travailler ensemble pour un avenir meilleur en explorant de nouvelles voies de collaboration et en privilégiant la synergie d'action dans les secteurs clés de nos économies tels que l'agriculture et l'élevage, l'industrie, l'énergie, les mines, le commerce, etc., qui contribueront inéluctablement à dynamiser nos économies et à améliorer la qualité de vie de nos paisibles citoyens. Le Premier ministre a salué la tenue de cette rencontre qui devrait permettre aux trois États d'obtenir des conditions de densification des échanges commerciaux. À ce sujet, il a salué et reconnu le rôle important joué par les opérateurs économiques lors de l'embargo imposé aux pays de l'AES. Il s'agit pour nous de réfléchir sur les voies et moyens visant à renforcer la dimension économique de l'AES et de la rendre irréversible, à l'instar de la défense et de la diplomatie. Permettez-moi, chers invités, de suggérer aux différents gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger
qu'il fasse élever au rang de héros national les opérateurs économiques de l'AES, pendant que les autres prédisaient le chaos dans notre pays. Nous avons tenu ferme. Et si nous avons tenu, c'est grâce à Dieu, au peuple malien, aux opérateurs économiques et à notre armée. Habillé pour l'occasion en tenue AES, le Premier ministre a invité le peuple de la Confédération à redoubler de vigilance pour faire échouer les ennemis. Ces messieurs qui veulent échouer l'AES, ils s'appuient sur plusieurs leviers. Ils s'appuient sur les félons et tous ceux qui ont décidé de vendre leur âme au diable contre leur pays, contre de l'argent. Je voudrais dire à tout le monde, ces messieurs ne baisseront jamais les bras. Nous aussi, nous ne devons jamais baisser les bras. Il faut donc redoubler de vigilance, de discernement. Il faut éviter l'amalgame. La rencontre de Bamako sera sanctionnée par une déclaration dite de Bamako. Elle sera une boussole pour les pays de la Confédération de l'AES dans le domaine du développement. Oui, la réunion qui vient de s'achever à l'instant est sanctionnée par des recommandations et la signature d'accords de partenariat. Nous y reviendrons tout à l'heure au cours de cette édition avec Youssouf Diakité. Et puis, nous voilà annoncions hier, 200 milliards de francs CFA ont été débloqués pour payer la dette intérieure, annonce faite par le ministre de l'économie et des finances, Alousséni Sanou. Justement, vous pourrez suivre après ce journal un message du ministre de l'économie et des finances, Alousséni Sanou, pour plus d'explications. Un message juste après ce journal en français et en bamanankan. Également dans l'actualité, ce samedi, lancement du premier salon international de la volaille du Mali. L'événement réunit durant 3 jours l'ensemble des acteurs de la filière avicole. Ils exposent les potentialités du secteur et réfléchissent sur les moyens de surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le Maroc est l'invité de cette première édition parrainée par le président de la transition, Bemba Sibi et Alou Bekone. Reportage. Première édition du Salon international de la volaille du Mali, certainement pas la dernière, tant le secteur avicole a un grand apport dans l'économie nationale. Le cheptel est estimé à 60 millions de sujets au niveau traditionnel et plus de 14 millions au niveau industriel. Le potentiel est grand et le secteur est en pleine croissance. Il contribue fortement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ce rendez-vous du donner et du recevoir réunit l'ensemble des acteurs de la filière avicole, des investisseurs et décideurs pour réfléchir sur les perspectives du secteur. Ce salon est la vitrine du développement du secteur avicole au Mali, qui, j'en suis sûr, connaîtra une forte croissance dans les années à venir. Nous sommes à la FIFAM convaincus que le développement de l'économie malienne passera aussi par l'aviculture. C'est pourquoi nous attendons faire en sorte que la consommation actuelle est de 3 kg par habitant et par an en viande de poulet passe à 10 kg et la consommation en œufs de 59 œufs aujourd'hui passe à 100 œufs à l'horizon 2028. Pour atteindre cet objectif, certaines difficultés doivent être surmontées comme l'importation illégale de cuisses de poulet, l'accès à l'aliment volaille ou encore la mise en place de pôles avicoles. Grâce aux efforts conjugués de l'État et des professionnels du secteur, la filière avicole se modernise, génère aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 78 milliards et permet la création de 117 460 emplois directs et indirects. Nous sommes dans une perspective de modernisation du sous-secteur, de l'élevage, y compris l'agriculture, pour un développement rapide permettant de répondre efficacement à la demande galopante de consommation. La politique de développement prévoit la modernisation, l'intensification et la diversification de nos systèmes de production pour mettre sur le marché national, sous-régional et international des produits de qualité et arracher les parts de marché à prix concurrentiel et rémunérateur pour les producteurs. En effet, l'État malien a adopté des mesures fortes pour soutenir son agriculture à travers l'organisation des filières de production.
Des avancées importantes sont engrangées en termes de valorisation de nos produits par les différentes familles professionnelles de la filière avicole. L'organisation de cette première édition du Salon international de la volaille du Mali, CIV Mali 2024, est un véritable challenge qui intéresse de près l'État malien. La cérémonie de lancement a été marquée par la visite des stands où 200 exposants et représentant une quinzaine de pays sont présents. Durant ces 3 jours du salon, il y aura 3 panels qui permettront aux participants de se pencher sur les perspectives de financement et de développement du secteur, mais aussi le rôle de la filière dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le PNUD publie à Bamako le rapport mondial 2023-2024 du développement humain. Le document fait une analyse des enjeux cruciaux liés au changement climatique, à la paix et à la sécurité. Le rapport plaide aussi en faveur d'une nouvelle approche des biens publics mondiaux à travers une étude détaillée des différents types de polarisation. Nouhoum Sissoko a parcouru le document, son reportage. Le rapport mondial 2023-2024 sur le développement humain traite des bouleversements en cours dans le monde, d'où l'intitulé du rapport « Sortir de l'impasse, repenser la coopération dans un monde polarisé ». Ce rapport constitue un outil de plaidoyer et de sensibilisation à l'intention des décideurs, des organismes de développement, des collectivités territoriales du secteur privé, de la société civile, des universités et des médias. Les résultats obtenus montrent que la mauvaise gestion de l'interdépendance mondiale nuit aux populations. Les changements climatiques, qui sont peut-être la plus grande calamité résultant de l'impasse mondiale, exacerbent déjà ces clivages et l'année dernière a été plus chaude depuis plus de 140 ans. La fourniture des biens publics mondiaux contribuera à générer l'interdépendance. Ce rapport est réalisé par le PNUD élucide aussi des pistes pour sortir de l'impasse en réimaginant la coopération internationale dans un monde polarisé. Le rapport mondial sur le développement humain nous invite à faire des choix et suggère 3 pistes de solutions. Mettre en place une architecture des biens publics mondiaux adaptée aux réalités du XXIe siècle, ce qui permettrait de mobiliser et d'attirer des financements privés dans les pays ayant le plus besoin de ces ressources. La baisse des températures et la lutte contre la polarisation. À en croire le rapport mondial 2023-2024 sur le développement humain, les pays riches enregistrent des niveaux de développement humain records, tandis qu'une grande partie des pays les plus pauvres restent en deçà de leur niveau de progrès d'avant la crise. L'autorité de protection des données à caractère personnel et l'Institut national de statistique s'engagent pour une meilleure sécurisation des statistiques personnelles. Les 2 structures viennent de signer une convention de partenariat. C'est pour une saine utilisation des données et une promotion de la culture statistique au Mali. Batraoré. L'autorité de protection des données à caractère personnel APDP et l'Institut national de la statistique INSTAT cheminent désormais ensemble. Ce partenariat se justifie par le souci d'une sécurisation des données personnelles et un renforcement de la culture statistique au Mali, tout en respectant les droits fondamentaux des citoyens. La présente convention vise à établir un cadre de collaboration entre nos 2 organismes en vue de conjuguer nos efforts pour un usage optimisé des données à caractère personnel tout en assurant leur protection. Elle repose sur plusieurs engagements concrets. Ainsi, l'INSTAT s'engage à développer sa collaboration avec l'APDP en matière de recherche, de formation et de développement dans le développement de la statistique à travers, par exemple, le partage des données et la promotion de la culture statistique par l'organisation conjointe d'activités de communication. Cette convention va nous permettre de rassurer davantage les fournisseurs de données pour qu'ils soient rassurés que les données qu'ils vont mettre à la disposition de la statistique seront non seulement protégées par le principe de confidentialité au niveau de la statistique, mais aussi sera veillé par l'autorité de régulation et de protection des données à caractère personnel. Par cette convention de partenariat, les 2 entités entendent apporter une réponse juste aux défis auxquels la société est confrontée suite à l'évolution numérique. Ouverture ce matin à Bamako du 3e congrès de l'association culturelle Tabital Poulakou. L'événement se tient autour du thème paix, réconciliation et vivre ensemble. La rencontre sera sanctionnée par la mise en place d'un bureau.
Al-Husseini Touré. L'association des Amis de la Culture Peul a vu le jour en février 1992. Il a pour mission de regrouper l'ensemble des amis et sympathisants de la culture Peul qui se caractérise par la paix, la dignité, le vivre ensemble et un ensemble de valeurs qui constituent son originalité et son universalité. Le président sortant l'a si bien dit, les Peuls constituent l'une des ethnies les plus métissées au Mali. Occasion pour lui d'évoquer les valeurs de paix et de tranquillité qui caractérisent cette frange de notre société. Tabital Poulagou, décembrement, l'association des amis de la culture Peul s'est donné pour mission de pérenniser les valeurs culturelles, morales et sociales de la Poulagou, c'est-à-dire l'ensemble des caractères et qualités du monde Peul. Les membres de la communauté Peul sont fiers d'avoir des beaux-frères, des gendres, des neveux, des petits-enfants et des autres communautés. Quel privilège et surtout quel bonheur. Les congressistes vont pendant 2 jours examiner le bilan du bureau sortant, puis procéder à la mise en place d'un nouveau bureau, soit sur la base d'une élection, soit par un choix consensuel. Puisque je tiens à l'unité, à la pérennité, à la stabilité des habitants comme la prunelle de mes yeux, j'ai décidé de ne pas me présenter. Je vais, mais je ne m'en vais pas. Quant au ministre en charge de la culture, il a loué le rôle de la culture dans la préservation du tissu social et a demandé à la communauté Peul de bannir de ses rangs ceux qui font du tort à notre pays et à son unité. Nous devons donc plus que jamais magnifier ce rôle ô combien important de la culture dans la construction de la paix, dans son maintien, et c'est là pour favoriser le vivre ensemble, la cohésion sociale. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de nation. Sans paix, point de tranquillité. Le président sortant avait donné ainsi la chance à un autre membre de mettre ses compétences au profit de l'association. Ainsi, les congressistes auront à choisir entre 7 candidats déclarés. Dans un communiqué déposé à la rédaction, l'état-major général des armées confirme la neutralisation de Modibo Diallo, communément appelé Modiré alias Abbas, originaire de Dendeji, situé à 23 km à l'est de Nampala. Ce terroriste longuement recherché est auteur de plusieurs abus sur les populations et de pose d'engins explosifs improvisés était un cadre local très influent de la Katiba Massina dans le secteur de Toladji à Léré, région de Tombouctou. Il a été neutralisé le 14 octobre 2024 avec 7 de ses combattants pendant des combats. L'état-major général des armées rassure que la sécurité et la protection des populations restent la priorité des femmes. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille aux côtés des veuves, orphelins, des militaires et blessés de guerre, avec le soutien du FAFE, il apporte des tonnes de vivres à la direction du service social des armées. Le geste s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité. Awa Adama Koulibaly et Makanja Kité. Nana an dɛmɛ balo la a b'a an dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de parce que balo ka gɛlɛ surtout denmisɛnninw ka ca an bolo an b'u fo k'u barika da. Il s'agit bien des enfants des soldats tombés sur le champ de bataille. Sans le soutien de ces derniers, nourrir ces orphelins est la première cause d'insomnie chez ces mères. Ôter ce lourd poids de leurs épaules, c'est l'engagement de toute une nation. Nous avons la responsabilité collective, en tant que nation, de veiller à ce que vous et vos enfants ne soyez jamais oubliés. Le soutien que nous vous offrons ne se limite pas à l'assistance matérielle. Il s'étend aussi à l'éducation de vos enfants, à l'accès aux soins de santé et à des opportunités que vous puissiez, à votre tour, contribuer activement au développement de notre pays. Nous vous promettons de ne jamais vous abandonner. Une promesse qui n'a pas laissé le service social de l'armée indifférent, surtout face aux 4 tonnes de céréales. Le présent document est composé de 3 tonnes de riz, 1 tonne de mil,
C'est avec un grand honneur que je m'exprime aujourd'hui, au nom des plus hautes autorités militaires et au mien propre, afin de remercier très sincèrement le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille pour ce acte philanthropique. Pas de temps à perdre pour le service. Une fois la solennité de la séance terminée, chaque bénéficiaire a pu récupérer son lot de riz et de mil qui fera sûrement plus d'1 euro. Et puis les femmes au chevet des patients admis au centre de santé de référence de Kidal. La structure fait face actuellement à une pénurie de sang. Des centaines de poches ont été mobilisées pour venir en aide aux civils, mais aussi aux blessés de guerre. Sidi Elmedi Ag Albaka et Sungalou Doumbia pour le reportage. Cette initiative des FAMA, à travers la Direction régionale des services de santé des armées de la 7e région militaire en ce mois d'octobre, dédié à la solidarité, vise à renforcer la capacité de la prise en charge des blessés de guerre et de la population civile en général, dont les structures sanitaires se retrouvent souvent en difficulté par manque de ces précieux liquides. L'événement qui nous réunit ce matin au centre médical de garnison de Kidal est une journée de don de sang, une occasion de donner et se renseigner également sur son état de santé ainsi que son groupe sanguin. Les FAMA participent aussi dans la prise en charge du paludisme avec des consultations et des traitements gratuitement offerts, tant d'efforts s'allier à plus d'un titre. La prise en charge des malades est un facteur primordial pour augmenter leurs chances de survie, d'où la nécessité de disposer de sang dans les structures sanitaires. En plus de leur mission régalienne, les forces de défense et de sécurité maliennes soutiennent sans faille les populations civiles de la 8e région. On en vient au grand reportage de la rédaction. Il est consacré à la situation des sinistrés des inondations à Caille. À la date du 13 octobre dernier, la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire faisait état de 4329 sinistrés dans la région. Bonne volonté et services techniques de l'État sont mobilisés pour porter assistance aux populations touchées. C'est un grand format signé Balkissa Sadibou, Chérif Aïdara et Sidi Aïdara. Des maisons abandonnées, souvent complètement écroulées et des cultures détruites. C'est le triste paysage dans certains quartiers de la cité des Rails comme dans d'autres localités de la région de Caille. Une situation due aux fortes pluies enregistrées cette année. Des pluies qui ont aussi occasionné une montée spectaculaire des eaux du fleuve Sénégal. La cote la plus élevée au cours de cette année, c'était le 12 de ce mois. On était à 10,07 mètres. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à la cote 8,48 mètres. La cote de vigilance est à 8 mètres. Nous sommes ici à Caille-Légal Ségou Somonoki. La crue du fleuve Sénégal a occasionné un débordement des eaux dans certaines maisons du quartier via un collecteur installé depuis le temps colonial. Après le sinistre, toute la famille Keïta a dû se déplacer vers un lieu plus sécurisé. Mamadou Keïta et ses 2 frères sont restés sur place pour monter la garde. C'est le vendredi dernier que nous avons été surpris par l'eau. Nous avons essayé de l'arrêter avec des sacs remplis de sable, mais sa force était telle que nous n'avons pas pu l'arrêter. C'est donc impuissant que nous avons assisté à la destruction de nos biens. Un peu plus loin, à Kaindi Sidia, d'autres familles vivent la même situation. L'eau a détruit nos habitations et nous n'avons même plus de toilettes. Heureusement, comme le veut la solidarité malienne, les familles sinistrées ont pu trouver refuge dans des familles voisines. Si ton voisin traverse une situation difficile, c'est tout à fait naturel de l'assister. C'est pourquoi j'ai naturellement accueilli mes voisins sinistrés. Au-delà de cet élan de solidarité sociale, l'État malien, à travers ses services techniques, est à pied d'œuvre pour mener des activités d'information et de sensibilisation des populations en cas d'alerte et même des interventions en cas d'inondation. En cas d'alerte, on passe par les médias, le RTM, maintenant les radios de proximité. On sensibilise la population comme quoi de s'éloigner au bord du fleuve, aux abords des cours d'eau parce qu'il y a la montée qui est observée et on suit également le niveau d'eau. Depuis le début de l'hivernage, plus précisément chez nous,
à Caille. Et au mois d'août, la protection civile est toujours à l'affût. Quand on entend qu'il y a une inondation quelque part, on envoie une équipe pour d'abord secourir les personnes, les biens, bien évidemment, y compris les animaux. Après le secours, on fait également une évaluation rapide afin de venir en aide aux sinistrés le plus rapidement possible pour essayer quand même d'atténuer leurs souffrances. Après sauvetage et acheminement des 4329 sinistrés de la région de Caille vers des zones plus sécurisées, l'heure est à leur prise en charge. Et c'est là qu'intervient la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. Nous avons déjà mis à la disposition de certaines populations 19 tonnes de vivres et beaucoup de non-vivres aussi avec l'appui de notre partenaire phare qui est l'UNICEF. Et aujourd'hui, on est en train de voir dans le cadre du partenariat avec l'OMVS comment identifier un certain nombre de besoins ressentis par ces populations victimes d'inondations pour les apporter un appui. Les pluies se sont faites rares cette semaine du 15 octobre, mais les prévisionnistes de Mali Météo signalent que ce n'est pas encore la fin de la saison des pluies dans la région de Caille. Dans la région de Caille, les activités pluvio-orageuses se poursuivent de façon générale présentement au mois d'octobre et ça va se poursuivre jusqu'au mois de novembre. Et maintenant, les localités les plus concernées sont le cercle de Diema, ensuite le cercle de Yélémani, le cercle de Kinyeba, Bafulabé aussi, et Cailleville évidemment. Et souvent, c'est des quantités de pluie parfois importantes par endroit dans la région. Un blessé et 8 cas de décès, dont 6 enfants. C'est le bilan des inondations enregistrées par la protection civile de Caille à la date du 16 octobre. Le prévisionniste de Mali Météo renouvelle son appel à la vigilance auprès des populations afin d'éviter toute nouvelle surprise désagréable. Et l'élan de solidarité ne faiblit pas au Mali en faveur des victimes d'inondations. Le comité des assurances du Mali leur offre 100 millions de francs CFA, un chèque remis au président du Conseil national du patronat du Mali. Mossadegh Bali salue le geste et invite d'autres opérateurs ou d'autres entrepreneurs à emboîter cet exemple de solidarité. Al-Mouzer Al-Kamissa-Yatara. Le comité de compagnie d'assurance du Mali vole au secours des victimes des inondations en remettant un chèque de 100 millions de francs CFA à titre de contribution au fonds de solidarité aux victimes des catastrophes naturelles. Nous, en tant qu'assureurs, je dirais même en tant qu'humains, nous avons jugé très important, utile que nous puissions réunir quelque chose comme contribution à apporter pour les autorités à travers notre fêtière qui est le CNPM, pour pouvoir soulager un peu nos populations. Il y a quelques jours, le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est entretenu avec le Conseil national du patronat du Mali afin de solliciter les entrepreneurs maliens d'apporter leur contribution aux victimes des inondations. Et ils sont venus dans le cadre de l'appel que le gouvernement du Mali a lancé au secteur privé malien. Cette délégation du CCAM est venue remettre au CNPM une contribution de taille, un chèque de 100 millions de francs CFA pour venir en aide à nos compatriotes qui sont sinistrés et pour les aider à retrouver leur vie normale. Les fonds ainsi collectés par les CNPM seront remis prochainement aux autorités au profit des victimes des catastrophes naturelles. Les capacités opérationnelles de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou sont renforcées grâce à un geste de PMU Mali. 10 nouveaux générateurs de dialyse viennent d'être installés à l'unité de dialyse de la structure. Les précisions avec Fousséni Samaké et Bassi Traoré. Fini les tracasseries des patients de l'unité de dialyse de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. 10 nouveaux générateurs de dialyse viennent d'être remis à cette unité grâce au partenariat entre le PMU Mali et le ministère de la Santé et du Développement social. C'était pour répondre à des besoins pressants au niveau de la région de Ségou. Quand on a 10 générateurs tout neufs, opérationnels, ça veut dire que la capacité opérationnelle a été multipliée par près de 10. Nous avons déjà signé une convention de 5 ans avec le ministère de la Santé et du Développement social pour que nous puissions contribuer à éviter les ruptures en matière de kits. En plus de ces appareils de dialyse, des kits offerts par PMU Mali permettront
d'assurer le fonctionnement de cette unité qui sert non seulement les patients de la région de Ségou, mais ceux d'autres régions du Mali. Ils sont très contents d'avoir ces 10 machines générateurs de marque Bibrom. Et cela va nous permettre vraiment d'augmenter la capacité de 20 malades par jour à jusqu'à 30 voire 40 par jour. Au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, pour remercier le PMI Mali pour son engagement pour la santé de cette population. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et du Développement social, est à l'écoute de la population et n'œuvre rien que pour l'amélioration de la qualité des services vraiment au profit de cette population. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des vivres et des non-vivres du ministère de la Santé et du Développement social à l'hôpital Nianangoro Fomba de Ségou dans le cadre des activités du mois de la solidarité. Aussi, la délégation a visité les installations photovoltaïques au niveau de la morgue offertes par le comité de mobilisation des fonds de l'hôpital Nianangoro Fomba de Ségou. 66 logements sociaux inaugurés à Ngabakoro-Droua dans la région de Koulikoro. Le site comporte aussi une école, un centre de santé, une mosquée et un système d'adduction d'eau potable. Les infrastructures sont réalisées par Qatar Charity à hauteur de plus de 600 millions de francs CFA. Boubacar Sissoko. C'est en plein mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion sociale que la mairie de Ngabakoro-Droua et l'ONG Qatar Charity logent dans du neuf les habitants de Bozo Daraba. Elles mettent ainsi fin à l'ère calvaire et relative aux inondations récurrentes pendant les saisons de pluie. Merci, monsieur le directeur de l'ONG Qatar Charity, pour le choix porté sur notre commune pour la construction de 66 logements sociaux, tous équipés. Ce village flambant neuf, dont la réalisation a coûté la somme de 668 466 950 francs CFA, sans la valeur, bien sûr, de l'État, et est composé de 66 logements sociaux entièrement équipés. Ce sont donc 66 ménages qui ont eu leur clé de logements sociaux pour être à l'abri des affres des inondations. Suite à ces différents cas d'inondation, la mairie de la commune rurale de Ngabakoro-Droua a bien voulu saisir Qatar Charity pour la réalisation d'un certain nombre de logements. Une fois le financement acquis, il s'est agi de chercher en tout cas des parcelles. Automatiquement, la famille de feu Mamadou Ben Nyangadou a mis tout de suite à la disposition de la mairie de façon gratuite un site exondé d'une contenance de 2 hectares de son patrimoine foncier. C'est sur ces 2 hectares qu'effectivement le jour a été bâti. Cette journée dont nous célébrons aujourd'hui symbolise non seulement le lancement de cette inauguration des logements sociaux, mais aussi le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Qatar et le Mali. Les 66 logements sociaux sont équipés. En plus, sur le site, une école fondamentale de 6 salles de classe, une direction, un centre de santé, une mosquée et un système d'adduction d'eau potable sont également réalisés au bénéfice des habitants. Au nom des plus hautes autorités de la transition, je réitère cette confiance pour que le Mali et le Qatar puissent continuer à se donner la main pour le bonheur des Maliens. Nous en avons besoin pour qui connaît les besoins actuels en termes de logement, puisque nous avons beaucoup de sites qui ont été inondés. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les salles de classe. Donc nous avons encore réitéré notre demande en faveur de ces populations-là pour qu'on puisse avoir d'autres sites sociaux. Les autorités de la commune rurale de Ngabakoro-Droua entendent poursuivre ce partenariat dynamique avec l'ONG Qatar Charity pour réaliser d'autres projets structurants pour le bonheur des populations de la commune. Et direction Douanza pour parler du lancement des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre du PAFEM. C'est un projet du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de protection sociale. 40 ouvrages communautaires seront réalisés dans les 5 communes de la région. Le commentaire est signé Bembazibi. Premier coup de pelle donné par le chef de cabinet du gouverneur de Douanza, marquant ainsi le lancement des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre du PAFEM. Après plusieurs mois d'attente, nous, population de Douanza, sommes très heureux, à présent et motivés par les réalisations des ouvrages que les communautés elles-mêmes ont choisis et proposés aux responsables PAFEM.
Il s'agit de 40 ouvrages communautaires dont l'exécution va prendre 60 jours. 60 jours d'activité intense qui participent de la volonté des autorités de donner une protection sociale aux couches les plus vulnérables. Cette politique vise à assurer un minimum de bien-être de tous les Maliens en luttant contre l'insuffisance monétaire, l'exclusion sociale et la discrimination et de contribuer à la promotion d'une économie sociale et solidaire qui participe de manière efficace et efficiente à la création de richesses et d'emplois et à la lutte contre la pauvreté au Mali. En effet, les 2000 bénéficiaires du projet recevront chacun comme frais de main-d'œuvre 120 000 francs CFA pour 2 mois de travail. Au-delà des gains de revenus personnels, les travaux publics vont fortement contribuer au renforcement du couvert végétal avec les milliers de plans de reboisement. Aussi, à travers les travaux de récupération et de défense des terres dégradées, plusieurs espaces agricoles seront reconstitués. Quant aux travaux de construction et de réhabilitation des routes et pistes, ils contribueront à faciliter l'accès aux villages ainsi qu'aux services sociaux de base au niveau des communes. L'exécution du projet contribuera également à la réduction des actes de violence dans la région, des actes qui naissent des frustrations dues au chômage. Le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, en partenariat avec ONU Femmes, apporte son soutien dans le règlement et la gestion des conflits dans la région de Mopti. Une formation est initiée dans ce sens à l'endroit des femmes. Boubacar Sankaré pour les précisions. Des femmes et jeunes filles leaders des organisations de la société civile féminine de Mopti seront formées sur les techniques de médiation, de prévention et de gestion des conflits. L'activité est organisée par le ministère en charge de la réconciliation avec son partenaire ONU Femmes et mise en œuvre par l'ERAR, équipe régionale d'appui à la réconciliation de Mopti. Les femmes sont à la fois mères, filles et les jeunes qui se battent sont leurs maris. Donc elles ont une dimension multiple, ce qui fait qu'il est tout à fait important de les donner les outils et surtout les sensibiliser pour aller au combat dans le retour de la paix et la culture de la paix. Pendant 3 jours, les participants vont se familiariser avec plusieurs modules, au nombre desquels les mécanismes traditionnels de résolution de conflits et les différentes étapes du conflit. Les femmes sont des véritables moteurs de changement. Sans les femmes, il ne peut pas avoir de paix, il ne peut pas avoir de réconciliation. C'est pourquoi les Nations Unies ont été impliquées par rapport à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité depuis 2000 à travers la résolution 1325 pour renforcer la participation des femmes dans la gestion des conflits. La tâche qui nous incombe à tous pour parvenir à une stabilité sociale durable est immense et ardue. Et le chemin pour y parvenir est parsemé d'embûches. Nous devons en être conscients et nous armer en conséquence de beaucoup de courage et d'abnégation. Au terme de cet atelier, les participants vont faire des recommandations pour une meilleure compréhension des notions de conflit et de médiation adaptées à la réalité du terrain. À Nioro, les 6 préfets de la région récemment nommés sont présentés aux forces vives de la région. Au cours de la rencontre, des distinctions ont été remises aux officiers militaires de la localité pour leur engagement dans la sécurisation de la région. Moussa Diaguité. L'opérationnalisation de la région du Nioro se concrétise petit à petit. Les préfets des 6 cercles viennent d'être présentés aux forces vives de la région. C'était à la faveur d'une rencontre d'information qui a réuni dans la salle de réunion du gouvernorat autorités politiques administratives, responsables des forces de défense et de sécurité, représentants des organisations de la société civile et hommes des médias. Après des conseils relatifs aux différents défis qui les attendent en matière de développement et de sécurité, les administrateurs ont été envoyés dans leurs fonctions par le gouverneur de la région. Le chef de l'exécutif régional a également profité de la rencontre pour informer les participants sur les préparatifs de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, dans laquelle il compte sur la bonne participation de la région. Des dispositions sont en cours pour que chaque préfet et chaque sous-préfet puisse servir sa localité sur place. Également, nous avons parlé des préparatifs de la biennale. Nous avons invité les uns et les autres à collaborer avec la commission mise en place à cet effet. C'est des sentiments de joie et de satisfaction qui nous animent
après notre nomination à la tête des différentes circonscriptions. La tâche elle est lourde, mais nous allons nous investir pour relever le défi. À la fin de la rencontre, le général de brigade Ali Anadji a remis des attestations de reconnaissance à une dizaine d'officiers militaires pour leur forte implication dans la sécurisation de la région lors des fêtes religieuses. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore constatée dans ce reportage. Un mot de beauté dans ce journal. Fatou Dambélé du Mali, 1,20 m, remporte la couronne du concours de Miss Afrique des personnes de petite taille. Une soirée organisée à l'issue de la 2e édition du Forum africain des personnes de petite taille. L'événement tenu ici à Bamako vise à lutter contre la discrimination et la marginalisation de cette couche sociale. Soumo Aïdara. 10 candidates, une seule couronne. Eh bien, cette couronne revient à Fatou Dambélé, candidate numéro 3 du Mali. Elle devient ainsi Miss d'Afrique 2024 des personnes de petite taille et remporte une enveloppe de 750 000 francs CFA. La première dauphine est la candidate sénégalaise qui empoche 500 000 francs CFA, suivie de la représentante de la RDC qui gagne 250 000 francs CFA. Et le prix de l'éloquence revient au Burkina Faso avec un montant de 200 000 francs CFA. Je suis très heureuse. Je vais lutter. Les personnes de petite taille ne devraient plus traiter comme des objets, arrêter la discrimination et les mauvaises injures envers eux. Lors de leur passage, les 10 postulantes se sont exprimées sur 3 thèmes essentiels: l'éducation, la discrimination ou encore l'intégration des personnes de petite taille. Une lutte que les autorités du pays comptent mener avec cette couche. La cérémonie qui nous regroupe ce soir marque la fin des travaux de la 2e édition du Forum africain des personnes de petite taille FAPPT 2024, dont le thème a porté sur contribuer à l'amélioration des conditions sociales des personnes vivant avec handicap, cas des personnes de petite taille. Les membres de l'Association malienne des personnes de petite taille, de la Fédération malienne des personnes handicapées, des personnes ressources ont travaillé sur des thèmes relatifs à l'exclusion, l'inclusion et l'intégration socio-professionnelle des personnes de petite taille pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Forum a hakilina e hakilina bay hakilina talendo an yɛrɛ ka musoba dɔ fɛ n'an b'a wele ko madame Jara Kadibari a cɛsirilen don mɔgɔ surumaniw ani lujuratɔw ka hakɛko kɛlɛ la. O kɛlɛ dɔ de y'a to a sera ka ni forum sigi sen kan, a sera ka association sigi sen kan, a sera ka baara caman kɛ walasa mɔgɔ surumaniw ka ko bɛ se ka taa bala cogo min na. Baara kun cɛra ni activité a bɛ fɔ min ma ko élection Miss des personnes de petite taille. Donc Miss in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ an ka mɔgɔ surumaniw a bɛɛ cɛ ka ɲi. Min bɛ Mali la ani min bɔra farafinna dugu wɛrɛw la ka na u cɛ ka ɲi. Et puis, exprimer. À l'issue de cette compétition, des attestations ont été décernées au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, à Touré Lobo Traoré, ancienne première dame, ainsi qu'aux représentants de la délégation de chaque pays. Et c'est là pour la réussite de la 2e édition du Forum africain des personnes de petite taille. AES Actualité au Niger, le président du CNSP, chef de l'État, lance les activités de traitement des cancers par radiothérapie à l'aide de l'accélérateur linéaire. Un pas de géant qui pourrait profiter aussi à la sous-région. Les détails avec Lawali Moutari Maïnassara, Ousmane Sani Abdou et Mahamadou Adamaou de la télévision nigérienne. En cette date historique, c'est un grand cap qui vient d'être franchi en matière de prise en charge rapide et efficace du cancer au Niger. Cette cérémonie marque ainsi le lancement des activités de traitement des cancers par radiothérapie à l'aide de l'accélérateur linéaire. Cette visite du président du CNSP a valeur de symbole et invite à des comportements sains en nous attaquant au quotidien
aux facteurs de risque modifiables liés à l'action humaine. Présent à cette cérémonie, le directeur général adjoint de l'Agence internationale à l'énergie atomique AIEA, partenaire dans l'acquisition de ce joyau, a félicité l'État du Niger pour avoir franchi cette étape décisive dans la prise en charge du cancer. Le partenariat de l'AIA avec le Niger est un exemple réussi de coopération et de partenariat dans le développement des capacités d'utilisation de la radiothérapie et pour identifier et traiter le cancer. Cette décision patriotique du CNSP conforte de plus en plus l'affirmation de la souveraineté du Niger sur le plan sanitaire. Je voudrais à cet effet présenter mes vives félicitations au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour la mise en œuvre de ce vaste chantier de l'État qu'est la dotation du Centre national de lutte contre le cancer d'un accélérateur nihiliaire et d'un scanner de simulation. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. Après le dévoilement de la plaque inaugurale, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a visité les différents services du Centre national de lutte contre le cancer, notamment les plateaux techniques permettant la radiothérapie à l'aide de l'accélérateur linéaire. C'est un centre qui nous permettra à compter de ce jour de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. Et comme vous le savez, le cancer est aujourd'hui la maladie la plus répandue, insidieuse et insidieuse, dont le diagnostic tardif ne permet pas de faire grand-chose. Mais si on diagnostique très tôt, on peut agir et on peut guérir. Il faut le rappeler, en l'espace d'une année au pouvoir, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a, sur le plan de la santé, effectué une visite à l'hôpital national de Niamey pour s'enquérir de la situation des patients et des conditions de vie et de travail des agents avant de procéder en août dernier à la baisse de tous les tarifs de prestations en santé au bonheur des Nigériennes et Nigériens qui profitent de cette opportunité depuis bientôt 2 mois. Voyons à présent au Burkina Faso cet atelier de cadrage de la mission de l'élaboration du plan d'action de stabilisation de la zone du Liptako-Gourma. Les travaux de 4 jours devraient permettre aux experts en la matière de produire un document visant à restaurer et à promouvoir la paix dans la zone. Bouri Makan et Ali Traoré. Ils sont pour la plupart des correspondants nationaux, des points focaux, des experts, des chefs de département et des chefs de service des pays membres de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. Ils doivent, dans une synergie d'action, guider l'élaboration du plan d'action de la stratégie régionale de stabilisation, de résilience et de relèvement de la région du Liptako-Gourma. Cette stratégie prend en compte 4 principaux axes, à savoir la politique et la coopération, la sécurité et la gouvernance, le développement durable et la justice sociale, et enfin l'action humanitaire et la coordination. Nous attendons un plan d'action qui prendra en compte toutes les dynamiques en cours dans notre sous-région et nous permettre de mieux répondre aux attentes de nos populations. Nous voulons que ce plan d'action facilite l'interaction et une harmonisation entre les initiatives en cours au niveau local. Je voudrais souligner ici que c'est dans cette optique d'harmonisation et de complémentarité que nous avons entamé une collecte de données pour établir une cartographie des initiatives mises en œuvre dans notre région. Cet atelier de 4 jours, initié par l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, en collaboration avec le PNUD, dont le ton est donné ici par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, devrait donc poser les bases d'une feuille de route pour une meilleure stabilisation de cette zone au profit des populations qui y vivent. Il s'agira pour nous, au cours de cet atelier, d'accorder nos violons sur la méthodologie d'élaboration du plan d'action de la stratégie régionale de stabilisation, de résilience et de relèvement du Liptako-Gourma. Je puis vous rassurer une fois de plus que l'initiative est en phase avec la vision des plus hautes autorités des États membres du Liptako-Gourma. Après cette rencontre ici à Bobo-Dioulasso, ces participants devraient mener la réflexion dans leurs pays respectifs pour permettre à ces États éprouvés par le terrorisme de retrouver leur paix d'antan.
Et ici à Bamako, je vous l'annonçais en début d'édition, les travaux de la rencontre des ministres du Commerce et d'Industrie de la Confédération des États du Sahel ont pris fin cet après-midi. Les recommandations formulées à l'issue de la rencontre sont relatives à l'amélioration de la bonne circulation des personnes et de leurs biens dans la zone AES. L'un des moments forts est également la signature d'accords de partenariat entre les chambres de commerce et d'industrie d'une part et d'autre part entre les chambres d'agriculture des pays de l'AES. Youssouf Diakité, Adama Kamara. Les ministres du Commerce et de l'Industrie de la Confédération des États du Sahel analysent à Bamako les enjeux économiques, industriels et surtout commerciaux en faveur des peuples de la zone AIS. Cet exercice, c'est à la faveur de cette rencontre qu'ils ont appelé rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel. Il s'agit surtout de créer un espace souverain de sécurité et de prospérité. C'est ce qui justifie la signature de ces accords entre les chambres consulaires de l'industrie et de l'agriculture des pays de l'AIS. Nous avons effectivement ensemble avec les différents opérateurs économiques qui forment nos entités mis en place un mécanisme vraiment de développement. Nos plus hautes autorités ont posé, ils ont démontré leur volonté, maintenant il reste. L'autre volet, notamment le volet du développement, qui est porté par les opérateurs économiques et bien sûr l'État. Nous sommes vraiment satisfaits des résultats obtenus à l'issue de cette rencontre ministérielle. La rencontre a surtout insisté sur la facilitation des échanges commerciaux entre les pays de l'AES, la libre circulation des personnes et de leurs biens. La rencontre de Bamako est donc un cadre permettant aux ministres de réfléchir ensemble sur les actions et propositions concrètes de nature à assurer l'opérationnalisation des engagements pris par les chefs d'État pour la promotion des activités économiques. Nous pouvons dire que nous avons travaillé durablement pour la prise donc, de mesures fortes en faveur donc, de la coordination et de la consolidation des actions du secteur privé de notre espace Alliance des États du Sahel, en vue donc de constituer un socle économique fort pour répondre à la grande orientation et la grande vision des pères fondateurs de l'AES. Il s'agit surtout de soutenir la production et les investissements. Cette première rencontre des ministres du Commerce était placée sous la présidence du Mali. Il s'agissait pour les ministres de l'Industrie et du Commerce des trois pays de se retrouver pour voir dans quelle mesure ils peuvent renforcer, harmoniser et développer les relations dans le sens que nous puissions avoir un tissu industriel pour transformer les différents produits que nous avons et également comment améliorer et sécuriser les échanges commerciaux entre les trois pays. Donc beaucoup de questions étaient à l'ordre du jour, comme vous le savez, des questions d'harmonisation, des questions de surveillance, des questions de partenariat, donc des questions liées même aux centrales d'achat et des questions de comment faire circuler les surplus de consommation de produits entre les trois États. Dans cette perspective de durabilité et face aux enjeux de souveraineté et de développement des filières industrielles compétitives, les gouvernements des pays de l'AIS s'engagent à soutenir l'innovation et l'émergence de solutions nouvelles plus résilientes de nature à corriger les fragilités révélées par les crises. C'est dire donc que la rencontre de Bamako a comblé les attentes. Le journal des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Ibrahima Traoré, bonsoir à tout le monde. Du football avec Baïba qui est désigné nouveau sélectionneur de l'équipe A' du Mali. Le technicien malien dirigera une sélection malienne pour la troisième fois après les U17 et U20. L'histoire retiendra que Baïba a été le premier à offrir au Mali son tout premier trophée d'une Coupe d'Afrique des Nations ainsi que sa première médaille d'argent d'une Coupe du Monde. C'était en 2015 avec la génération Sékou Koïta, Mamadou Fofana Nozo et Amadou Aïdara Doudou. Après la catégorie d'âge, Baïba, et qui hérite pour la première fois de l'équipe A', aura comme mission de qualifier le Mali au prochain CHAN, c'est-à-dire Championnat d'Afrique des Nations réservé aux locaux, dont le dernier
premier tour des éliminatoires verra les Aigles du Mali défier leurs homologues de la Mauritanie. Un adversaire qui n'est pas méconnu pour Baïba, puisque l'entraîneur, le technicien malien, a été sélectionneur de Morabatoun des U20. La nomination de Baïba a été faite hier par le comité exécutif de la Fédération malienne de football. Dans l'actualité sportive, également le ministre des Sports qui exprime sa solidarité envers les sportifs du dojo au Kampara en leur offrant des équipements professionnels. Des vélos professionnels et des tapis ou autres équipements, ce don sera d'un grand apport pour les sportifs du dojo du Kampara. C'est une façon pour le ministre Fomba de manifester son soutien aux femmes dans leur mission de sécurisation du pays. Pour plus de détails, écoutons le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Il est interrogé ici par Brema Diallo. Dans le cadre du renforcement des capacités, le sport, je pense que c'est un des outils les plus importants dans ce cadre-là, et je pense que nous avons voulu faire un geste en tant que ministère en charge des sports également, de faire un appui au niveau du régiment du Kampara, le 13e régiment du Kampara. Au-delà du renforcement des capacités, nous avons également remarqué au niveau du dojo également que beaucoup d'autres gens sont en train d'en profiter. Et ça, c'est vraiment l'ouverture qu'eux, ils ont bien voulu faire, en renforçant également d'autres acteurs, les enfants qui sont en train de profiter de ce cadre ici pour pouvoir non seulement se renforcer sur le plan physique. Et puis taekwondo pour terminer, belle moisson pour les athlètes maliens à Malabo, en Guinée équatoriale, à l'issue de 2 compétitions majeures. Les athlètes qui ont pris part à la Coupe du Président et de l'Open de Malabo en Guinée équatoriale sont de retour. Ils ont récolté 8 médailles, dont 2 en or, 2 argent et 4 bronzes. Le point, c'est avec Brema Diallo. Les 4 athlètes maliens médaillés au tournoi de la présidence de l'Union africaine et du tournoi Open Malabo tenu du 13 au 16 octobre dernier sont de retour au bercail. Il s'agit de Youssouf Sempara chez les moins de 58 kg, Aïchata Mohamed Sibi des moins de 49 kg, Mohamed Foufana pour les moins de 68 kg et Ismaël Koulibaly dans la catégorie des moins de 80 kg. Ce succès a été possible grâce à la détermination selon Mohamed Foufana, médaille d'or dans la catégorie des moins de 68 kg. Ça fait vraiment plaisir d'aller à l'extérieur pour défendre les couleurs de notre patrie. On a fait tout nos possible pour être à la hauteur de cette compétition. Ce n'était pas une petite compétition, on s'est défendu à fond. Un bon résultat, certes, mais le président de la Fédération malienne de taekwondo, Dr Alioune Badra Traoré, n'est pas totalement satisfait du bilan. Une petite satisfaction, parce que je veux toujours plus. Félicitations et bravo à toute l'équipe de la Fédération malienne de taekwondo. Merci au ministère des Sports qui nous a appuyés pour participer à cette compétition. Merci au comité national olympique et sportif du Mali qui nous permet de faire les sélections nationales. Ces performances ont été possibles grâce au soutien de l'ambassade du Mali en Guinée équatoriale. Belle moisson pour les athlètes maliens et vivement d'autres médailles pour les disciplines du Mali. Merci beaucoup Abdul Kayoub Kaba. Merci bien. À demain. Inch'Allah. Ainsi va l'actualité ce soir. Merci de votre fidélité. Bon moment de télévision en notre compagnie. Très bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.